Voilà, donc on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va apprendre à décrire un mouvement. On va développer différents outils, on va poser des termes de vocabulaire qui permettent de décrire correctement un mouvement, sans s'intéresser à ce qui cause ces mouvements, en tout cas dans cette vidéo-là. Alors, on commence par déjà des généralités sur la description. Il va falloir déjà dire de quoi on parle. Le de quoi on parle en physique, ça s'appelle le système. Ici, par exemple, le sauteur à la perche. Le sauteur peut être le système étudié. On va étudier son mouvement. Une remarque très importante, souvent le système est un système complexe. Si je parlais tout à l'heure du sauteur, on peut prendre l'exemple d'une balle ou d'un ballon. Bien souvent, pour les commodités dans les exercices de physique, on remplace cet objet complet, le sauteur, le ballon, par un unique point. Alors ça constitue une simplification, mais aussi une perte d'information, puisque si on remplace par exemple toute une balle ou un ballon par un seul point, on pourra voir par où est passée cette balle ou ce ballon, mais on ne pourra plus voir comment la balle a par exemple tourné sur elle-même. Un effet par exemple donné sur une balle de tennis ne pourra pas être visualisé si on remplace la balle de tennis par un seul point. Donc il y a à la fois simplification en remplaçant des objets complexes par un point, mais également une perte d'information. Donc il faut voir selon les situations si c'est intéressant de le faire ou si on doit éviter de le faire. Quand on a donc défini le système, on peut s'intéresser à sa trajectoire, c'est-à-dire c'est l'ensemble des points que va occuper ce système au cours du temps. Ici par exemple le lanceur de poids qui lance donc une boule. Cette boule passe successivement par tous les points qui ont été notés ici de 1 à 16, la ligne qui relie ces points et sa trajectoire. Si on veut parler du mouvement de la boule, on va décrire sa trajectoire et on va aussi essayer de donner des informations sur la vitesse de cette balle. En l'occurrence ici la vitesse de la balle, on pourrait dire qu'elle décroît jusqu'à ce que la balle atteigne son sommet, puis la balle va réaccélérer, c'est-à-dire regagner de la vitesse en retombant dans la deuxième partie. Voilà, ça ce sera le mouvement. On va voir quelque chose de très important sur la description des mouvements, c'est que la notion de mouvement n'est pas universelle. Selon la manière dont on se place pour regarder un mouvement, on ne verra pas tous forcément la même chose. On va définir le référentiel, qui va être justement le cadre d'étude d'un mouvement, pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on a observé. Ce cadre d'étude, donc le référentiel, doit préciser deux choses. C'est une base de temps, c'est-à-dire comment on s'y prend pour chronométrer les événements liés au mouvement. Et deuxième chose, le point de vue qu'on adopte pour décrire ce mouvement, c'est-à-dire où se trouve l'observateur, que fait l'observateur au moment où il regarde le mouvement. Alors, il y a des référentiels qui reviennent très souvent en physique et qu'on va développer dans la suite. Il faut évidemment prendre le référentiel le plus adapté à la description d'un mouvement. On va partir des référentiels peut-être le plus simpliste, mais également le plus mauvais, pour aller jusqu'au référentiel le plus large possible, mais pas forcément toujours utile. Alors, on va prendre l'exemple de quelque chose qui se passerait à l'intérieur d'un train, par exemple un contrôleur qui regarde un passager assis sur un siège. Différents points de vue peuvent être adoptés pour regarder ce mouvement-là. On peut prendre le point de vue du contrôleur. Pour lui, son point de vue serait de dire que le passager ne bouge pas puisqu'il est constamment à côté de lui et qu'il ne le voit pas bouger. Ce contrôleur, évidemment, ne se rend pas compte de la globalité du mouvement parce que le train est peut-être en train d'avancer, et ça, il n'en a pas forcément conscience vu qu'il est lui-même à l'intérieur du train. Donc ce type de référentiel, on l'appelle le référentiel mobile. Il suit généralement le système qu'on est en train d'étudier. Ça peut être bien, mais on peut aussi rater des informations quant au mouvement complet du système. On pourrait alors sortir du train et se positionner par exemple sur le côté, sur un quai par exemple, et voir le passager à l'intérieur du train qui avance.
On serait alors les pieds sur terre, l'observateur aurait les pieds sur terre, il serait fixe sur terre. On appelle ce type de référentiel le référentiel terrestre. Donc très bien dans le cas du passager du train. En même temps, ce référentiel terrestre, donc cet observateur terrestre, ne prendra pas en compte par exemple le fait que la Terre tourne sur elle-même, ce qui n'a aucun sens dans le cas du train qui avance, mais qui pourrait avoir une importance, par exemple si au lieu d'étudier un train, on étudiait un satellite de la Terre. Donc référentiel terrestre, probablement le plus utilisé dans les exercices, on verra. Très bien, mais ne permet pas de tout décrire non plus. On peut donc élargir le point de vue et utiliser un observateur qui cette fois-ci va être fictif, placé au centre de la Terre, mais ne tournant pas sur la Terre, sur lui-même comme le fait la Terre. Ce référentiel est le référentiel géocentrique. Donc l'observateur va se mettre au centre de la Terre, il ne tournera pas sur lui-même, donc il va pouvoir voir la Terre qui tourne sur elle-même, et les satellites également qui tournent autour de la Terre. Donc très bon référentiel justement pour étudier ce type de mouvement, les satellites, la Lune, voilà, des choses comme ça. Et puis on peut prendre encore un petit peu de hauteur pour regarder les mouvements, parce que ce référentiel géocentrique, il va suivre le centre de la Terre, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en compte le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Si on veut voir ça, il faudra placer l'observateur, toujours fictif, au centre du Soleil, et on aura alors affaire au référentiel héliocentrique. Voilà pour les 4 référentiels qui reviendront très souvent dans les exercices de physique. Et résultat très important, qu'on va voir à l'occasion du premier TP, mais dont on peut prendre conscience tout de suite, c'est que la nature du mouvement qu'on va décrire dépend de l'observateur, c'est-à-dire du référentiel qu'on a choisi. Un exemple très simple qu'on peut observer tous les jours, c'est le cas du jour et de la nuit sur Terre. En tant qu'observateur terrestre, on a l'impression qu'il fait jour ou qu'il fait nuit parce que le Soleil semble tourner autour de la Terre de notre point de vue. Mais si on adopte un point de vue plus large, un point de vue héliocentrique par exemple, ou même simplement géocentrique, on se rendra compte que l'histoire du jour et de la nuit est en fait due au fait que la Terre tourne sur elle-même autour de son axe, et que de temps en temps elle propose une face en face du Soleil, et puis que quand c'est pas le cas, quand cette face est de l'autre côté, eh bien c'est la nuit. Donc la notion de référentiel, selon qu'on soit référentiel terrestre ou géocentrique, on n'expliquera pas la présence du jour ou de la nuit de la même manière. Donc bien dire de quel point de vue on se place, c'est extrêmement important pour la suite. Une fois qu'on a bien défini la trajectoire, le mouvement, et donc en précisant le point de vue adopté, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur la description du mouvement, notamment en parlant de vitesse. Alors vitesse, je l'ai écrit ici au pluriel parce qu'on va distinguer deux types de vitesse. La vitesse instantanée, par exemple celle indiquée par le compteur d'une voiture, qui est valable que au moment où on porte les yeux sur le compteur, qui est susceptible d'évoluer à la hausse, à la baisse. Et on va distinguer cette vitesse instantanée de la vitesse moyenne qui donne une indication sur tout le parcours. Par exemple, dans le cas d'une voiture, l'ordinateur de bord pourra nous dire que sur les 5000 derniers kilomètres, la moyenne a été par exemple de 55 km par heure. Dans tous les cas, pour calculer une vitesse, c'est une formule que vous connaissez depuis le collège. On calcule une vitesse en divisant la distance parcourue par le temps qu'on a mis pour parcourir cette distance. Si la distance choisie est la distance complète du trajet et que le temps est le temps complet, eh bien on aura ainsi calculé une vitesse moyenne. Si par contre on prend une toute petite distance divisé par le petit temps qu'on a mis pour parcourir cette petite distance, alors on aura une vitesse instantanée, c'est-à-dire que la vitesse qu'on aura ainsi calculée sera valable que sur la toute petite distance qu'on a choisie au moment de l'instant qu'on choisit d'étudier. Alors, des deux vitesses, laquelle est la plus pertinente en physique? C'est évidemment la vitesse instantanée. Mais pour une vitesse instantanée, on n'a pas besoin
on n'a pas besoin d'une seule valeur, mais d'un tas de séries de valeurs, puisque ces vitesses instantanées vont évoluer au cours du temps. Dans le cas de la vitesse moyenne, c'est une information moyenne, peu pertinente en physique. Il nous arrivera peut-être d'en calculer, mais ce sera plus rare. Pour la vitesse instantanée, on va compléter la définition, le calcul, par la notion de vecteur, parce que cette vitesse instantanée va pouvoir se représenter par un vecteur, et on va gagner en information en remplaçant la simple valeur par un vecteur. Donc j'ai, au niveau de la définition vectorielle, repris ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire une toute petite distance divisée par un petit temps. On imagine que l'on a une série de points qui permettent de décrire le mouvement, tous obtenus par exemple à intervalles de temps réguliers. On va s'intéresser à un point, le point M2, donc l'instant numéro 2, et pour calculer la vitesse à cet instant M2, on va prendre la plus petite distance qui entoure le point M2, c'est-à-dire la plus petite distance entourant le point M2, c'est la distance entre le point d'avant M1 et le point d'après M3. Et on va diviser par le temps qui s'écoule entre M1 et M3, c'est-à-dire T3 moins T1. Ça va permettre d'obtenir la valeur de la vitesse, mais ensuite, en regardant la direction du vecteur M1, M3, on va pouvoir donner une direction à cette vitesse. C'est ce qui a été fait ici. Le vecteur V2, donc vitesse instantanée à l'instant 2, est un vecteur qui est parallèle à la droite M1, M3, qui part du point M2 évidemment, qui est dans le sens du mouvement, donc ici le mouvement était de la gauche vers la droite, et qui a comme valeur la valeur qu'on peut calculer avec la formule vue précédemment et qui s'exprime évidemment en mètres par seconde. Voilà, donc tous les outils, on vient de les décrire, trajectoire, référentiel, système, mouvement et vitesse, avec même un complément sur le vecteur vitesse. C'est tout cela qu'on va essayer de développer dans les exercices à venir.